Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Bienvenue en ce jeudi 6 avril 2023 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes sur la plateforme du festin intellectuel, le lieu par excellence où nous faisons le culte de la pensée cognitive, c'est-à-dire utiliser les arguments pour nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la voix du militant. Éclaireur Pro Vérité n'a pas grand chose à dire comme d'habitude. Et il est attendu que chacune, s'il y a des questions, vienne les poser. S'il y a des choses que nous ne savons pas, que les uns et les autres viennent nous enseigner pour que nous apprenions davantage. C'est ça le rôle fondamental de cette plateforme. C'est une plateforme ouverte à toutes les contradictions lorsque c'est fait dans le respect et surtout avec présentation de preuves matérielles de ce que nous disons. Tout le monde peut ici avoir la parole parce que la vérité n'est pas à sens unique. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, c'est la voix du militant. Il ne me revient pas de parler assez. C'est à vous, les militants, de prendre la parole parce que nous sommes sous le régime du président Dr Guy Bâtisseur, le Pygmalion, le grand prêtre Alassane Dramane Ouattara. Et la parole est complètement libérée et on peut s'exprimer dans le respect, dans la fraternité pour essayer d'apporter un plus à notre évolution. C'est dans la diversité des pensées que nous arrivons à construire quelque chose et à apprendre les uns des autres. Avant de vous donner la parole, je souhaiterais ici que les uns et les autres écoutent cette vidéo de M. Laurent Gbagbo, cette vidéo qui a été réalisée en date du 1er avril 2023. Et après, je vais en faire rapidement une petite analyse avant de laisser la parole aux uns et aux autres. Du CAPA, qui est un concours pour les jeunes étudiants en droit qui veulent être avocats. Et ce concours est fermé aux étudiants ivoiriens depuis 2018. Donc, ils sollicitent votre aide pour la réouverture de ce concours aux étudiants ivoiriens. Et puis, il parle aussi de... Il dit que vous avez déjà... Cher ami, vous dites que depuis 98... Non, 2018. 2018. On a pris depuis 90. 2018. Vous dites que depuis 2018, on a pris passer le CAPA. Le concours est fermé pour les étudiants ivoiriens. Le concours est fermé. Bon. Bon. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire on va voir. On va... Moi, ce que je peux faire, c'est de parler. Donc, je vais parler. Je vais parler. Mais, je vais dire que il faut laisser toutes les portes ouvertes pour les étudiants qui veulent sortir. Celui qui veut être avocat, il n'a que le CAPA pour sortir avocat. Si vous ne faites pas, vous n'organisez pas le concours du CAPA, lui, il devient quoi? Lui, il devient quoi? Oui, ça c'est... Bon, nous allons en parler. Nous allons en parler, cher ami. Nous allons en parler, mais je trouve que ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas une bonne décision. Il y a... Bon, on en parlera. Je vais en parler. Voilà. La quatrième... Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez constaté
que cette séquence que vous pouvez voir sur nos différentes plateformes a été prise sur la télévision du PPACI. Et cette séance est intitulée « Gbagbo parle aux jeunes ». Mais dans cette séquence vidéo, vous aurez constamment vu un homme en manque d'inspiration, en manque même de connaissances. Comment on peut parler à des gens, quelque chose qui a été préparé, et venir dire non, on en parlera, c'est-à-dire on va mettre ça après. Et donc ça veut dire qu'en vérité, c'était une séance de coq à l'âne, mais en réalité, Laurent Gbagbo n'a rien à dire aux jeunes, pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce que lui-même traîne derrière lui des lacunes très énormes. D'abord, voilà quelqu'un qui a honte de parler de son bilan. Voilà quelqu'un qui ne maîtrise en réalité aucun sujet de la société ivoirienne. Mais voilà surtout quelqu'un même qui souffre de connaissances intellectuelles graves, qui vient de façon étrange se mettre en face de la jeunesse, comme pour improviser, c'est le mot que je cherchais, de façon improvisée, se mettre en face de la jeunesse. Et ce n'est pas la première fois, vous aurez constaté hier avec la jeune dame amie que la même réaction est revenue. On parle, on va parler. Mais en réalité, Laurent Gbagbo, même si tu veux parler, il faut parler de ton bilan. Quand tu étais là, il faut parler de ton bilan d'abord et opposer ton bilan au fait de la réalité du moment. C'est ça aussi qu'est un homme qui a de la vision ou bien de la capacité. Et quand on parle, il ne suffit pas de parler. Que vaut en réalité la parole d'un vieux roublard que Laurent Gbagbo est? Lui-même qui était si fier de dire que être le boulanger, le roublard, quelqu'un qui n'accorde aucune valeur à sa parole, c'était un signe de sa propre fierté. La vidéo existe et vous pouvez la consulter. En réalité, que vaut la parole d'un tel homme qui lui-même n'accorde pas d'intérêt à sa propre parole? Vous avez tous écouté cette vidéo. En réalité, si le FPI avait un plan pour la jeunesse, comme eux-mêmes disent avoir écouté la jeunesse, Laurent Gbagbo ne serait pas tombé dans de tels balbutiements. Laurent Gbagbo n'allait pas faire étalage de son incompétence intellectuelle sur des sujets qui concernent la jeunesse. Surtout qu'il dit qu'il est venu pour écouter et que ça a été préparé en avance. Mais regardez le résultat. En réalité, c'est des gens qui n'ont absolument rien à prouver et qui n'ont rien à donner ni aux jeunes, ni au peuple de la Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'eux ont dirigé la Côte d'Ivoire avant le président Alassane Ouattara. Parce que c'est ça la vérité du combat. Aujourd'hui, ils veulent faire disparaître le travail énorme du président Ouattara. Aujourd'hui, ils veulent occulter les belles réalisations du président Ouattara avec simplement la parole. Mais Laurent Gbagbo, sache que parler est facile, mais c'est être dans les actes concrets qui fait d'un homme ce qu'il vaut. Quand on regarde ta gestion et qu'on regarde celle d'Alassane Ouattara, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais c'est carrément la nuit et le jour. Et donc, quand on pose une question à une personne intelligente, une personne qui a de la capacité, une personne qui a de la visibilité dans ses idées, la première chose qu'on fait, on prend le temps de bien écouter la question. Et comme l'homme est quelqu'un qui est perdu carrément, on lui pose la question et on lui donne une date bien précise. Depuis 2018, le concours du CAPA n'est pas organisé. Et on demande son avis là-dessus. Et donc, totalement pris au dépourvu et dans une improvisation qui ferait honte à toute personne qui se respecte, il dit 2008, 90. Et donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être sous l'effet des narcotiques, l'effet peut-être des drogues dures ou l'effet peut-être de certains produits stupéfiants qui n'a même plus la capacité d'écouter les autres. Et donc, quelqu'un qui a un esprit dispersé, qui est assis sur un plateau et qui veut essayer de convaincre. Depuis quand on a vu quelqu'un qui est dans un tel état essayer de convaincre des gens sérieux?
Et là, bizarrement, on entend derrière lui des jeunes fanatisés qui, chaque fois qu'ils voient les nullités incroyables de Laurent Gbagbo, ils font du bruit et beaucoup de rire. Et ça, c'est la caractéristique des personnes qui ont été mentalement conditionnées à cela. C'était ça leur rôle. Chaque fois que Laurent Gbagbo va échouer pour montrer sa médiocrité légendaire, eux doivent faire du bruit et faire rire la salle comme pour cacher la honte qui est sur Laurent Gbagbo. Et donc, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a décidé de piétiner son destin. Et les faits l'ont véritablement aidé à le dévoiler au grand jour devant les Ivoiriens. Beaucoup pensaient et beaucoup savaient Laurent Gbagbo incapable, médiocre, improductif. Mais quand lui-même vient sur des petits sujets, ne même pas être capable même de pouvoir axer sa réflexion. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on pose d'abord des questions. C'est quoi le CAPA? Et pourquoi ce n'est pas organisé? Voilà comment un homme intelligent, Laurent Gbagbo, si je prends moi ma personne, en tant qu'un homme intelligent que je suis, j'aurais d'abord demandé c'est quoi le CAPA, et depuis 2018, comme dit le journaliste, ce n'est pas organisé. Pourquoi ce n'est pas organisé? C'est ce qu'on appelle la méthodologie. Et donc, Laurent Gbagbo, contrairement à toi qui n'as aucune méthodologie et qui n'a aucune dignité dans sa propre parole, puisque tu es fier d'être un roublard, moi, je vais t'imposer la méthode et t'expliquer et te faire comprendre la réalité. Chers parents, le CAPA que vous avez entendu, le nom peut vous paraître bizarre, mais ce n'est rien d'autre que le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Ça veut dire, pour que tu deviennes avocat là, en Côte d'Ivoire, là, c'est le diplôme, le certificat qu'on va t'accorder pour dire que tu peux exercer le métier d'avocat. Et contrairement à ce qu'ils sont en train de dire sur leur chaîne, ce qui est faux, la dernière session du concours du CAPA a été organisée en 2019. Et c'est preuve contre preuve. Donc, je vais mettre le lien pour que vous puissiez vérifier. Et maintenant, vous avez entendu, leur journaliste dit que c'était en 2018. Moi, en tout cas, selon les informations que j'ai, c'était en 2019. Donc, je vais mettre le lien pour que vous puissiez vérifier. Vous attendrez que je puisse mettre le lien. Parce que comme je l'ai dit ici, c'est vraiment les arguments qui tiennent et non les paroles, surtout quand elles sont faites de façon facile. Donc, permettez-moi de pouvoir mettre le lien. Parce que comme je l'ai dit ici, c'est vraiment les arguments. Ok. Donc, je vais mettre le lien pour que vous puissiez vérifier avec moi. Et donc, le lien, il est mis. Et donc, contrairement à ce qu'ils avaient voulu faire croire que c'est depuis 2018, on vient encore, malgré que toute cette scène a été préparée, mais une séance collective de mensonges, c'est en 2019 que la dernière session du concours CAPA a été organisée en Côte d'Ivoire. Et donc, on va leur demander à Laurent Gbagbo, à son journaliste, qu'ils sont dans le faux et que ce n'est pas de la Côte d'Ivoire qu'ils parlent. Et donc, comme je l'ai dit, après avoir vérifié et rectifié ces imperfections qu'ils avaient voulu soumettre à l'histoire, le CAPA, au terme de l'article 12 du règlement d'exécution numéro 001-2019-COM-UEMOA relatif au certificat d'aptitude à la profession d'avocat dans l'espace UEMOA, l'examen du certificat d'aptitude à la profession est organisé chaque année en session unique sous l'égide du barreau national par une délibération du Conseil de l'ordre à une période déterminée par la conférence des barreaux. Toutefois, en cas de difficulté pour le barreau national d'organiser l'examen du CAPA à la période fixée, celui-ci peut être différé sur délibération du Conseil de l'ordre. Cette délibération est portée à la connaissance du public, précise le dit règlement. Malheureusement, l'examen du barreau n'a plus été organisé depuis 2019 sans que le public, entre guillemets, n'ait connaissance de manière officielle des raisons qui expliqueraient pourquoi le barreau national n'organise pas l'examen d'accès à la profession d'avocat. Si la majorité des aspirants au CAPA
font confiance à l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire et au bruit de couloirs qui font état de réelles difficultés à organiser l'examen, certains au contraire accusent le bâtonnier de rechercher dans cet état de fait l'intérêt de quelques 550 à 600 avocats que compte le barreau de Côte d'Ivoire pour 27 millions d'habitants, en retardant au maximum l'arrivée de nouveaux concurrents. Quand on sait que la densité actuelle des avocats est un avocat pour 50 909 habitants, il y a vraiment de quoi à se poser des questions. L'un des plus bas ratios de l'espace UEMOA. Le Sénégal, par exemple, compte environ 500 avocats pour une population de 17 millions d'habitants, ce qui donne un ratio de 1 avocat pour 34 000 habitants. Pour fuir ce que d'aucuns qualifient de méchanceté gratuite, les juristes qui ne jurent que par l'avocature n'ont d'autre choix que d'émigrer en France où le seul barreau de Paris concentre près de 30 000 avocats. Il est indéniable que la profession d'avocat participe à la bonne administration de la justice et au renforcement de l'état de droit. Par conséquent, le barreau national et le ministère de la Justice gagneraient à trouver des solutions idoines pour mettre un terme à cette irrégularité qui n'a que trop duré et qui n'honore pas la Côte d'Ivoire, tant dans la sous-région qu'à l'international. L'opacité dans l'application des règles de droit en Côte d'Ivoire et la corruption endémique qui frappe ce corps de métier ne trouveront solution que par l'ouverture de cette profession aux centaines de nouveaux postulants, car seuls de jeunes nouveaux avocats plus intègres peuvent permettre d'en finir avec les anciennes pratiques de corruption que la vieille garde d'avocats symbolise. Il y va de l'état de droit, véritable nécessité pour une société qui se veut démocratique et transparente. Et donc, à la lumière de cet article que nous venons de lire, si vous avez bien écouté, un homme intelligent, comme Laurent Gbagbo, il ne connaît même pas la date. Son journaliste aussi lui a menti. Et donc, ils sont dans une séance collective de mensonges. On vient de vous dire que la dernière session date de 2019. Mais le CAPA là même, là, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas organisé? Et donc, à la lumière de l'article dont je viens de mettre le lien, ils nous disent que d'abord, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui organise le CAPA. Ça, c'est la première grande chose qu'il fallait savoir. C'est le barreau national qui organise ces examens-là. Et donc, dans leurs questions, si vous ne prêtez pas attention, vous allez avoir l'impression que c'est le gouvernement qui doit organiser, alors que c'est le barreau national qui organise ces examens-là. Mais comme ils ont une volonté de vouloir tout mettre sur le gouvernement, ils ne prennent pas le temps de bien expliquer ça au public. Et sans le dire, ils créent un problème et ils disent il faut ouvrir les portes. Mais Laurent Gbagbo, on ouvre les portes comment? Quand toi-même, tu sais très bien qu'il y a des difficultés. Quand tu sais que ce n'est pas l'État. La question qu'on va te poser, c'est qui va ouvrir les portes et comment? Même quand on dit que la médiocrité, c'est la chose la plus honteuse, il ne faut pas aussi tomber plus bas qu'un ver de terre, Laurent Gbagbo. Parler est trop facile, surtout quand ces paroles-là viennent d'un roublard, c'est encore plus nauséabond. Il faut ouvrir les portes. Il faut laisser le concours se faire. Mais un homme intelligent va se poser la question, pourquoi ce n'est pas fait? Et l'article vient nous dire de façon concrète que si ce n'est pas organisé, c'est parce que les avocats qui sont déjà là en fonction, à travers le bâtonnier qui est un élément évident dans l'organisation de ce concours-là, ils ne veulent pas le faire parce que les jeunes nouveaux avocats qui vont sortir seront des concurrents aux anciens avocats qui sont sur le terrain. Et effectivement, lorsqu'on parle comme ça, on comprend déjà une partie du problème. Même si ce ne sont pas toutes les explications. Mais au moins, connaissant la Côte d'Ivoire et connaissant le mode de fonctionnement des Ivoiriens,
cela n'est pas un fait surprenant. Et donc, ça, c'est une raison. Et l'article prend le soin de nous dire que c'est un secteur qui est beaucoup corrompu. Et que cette corruption-là crée de l'opacité dans l'organisation de ce concours-là. Et là où on attendait Laurent Gbagbo, même si on prend cette seule raison, c'était de dire, lui, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? Mais là encore, il n'y a eu aucune solution, il n'y a eu aucune proposition d'idée. Finalement, on se demande, est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui écoutait les gens ou bien est-ce que c'est les gens qui l'écoutaient? Mais de toute façon, c'est devenu un coq à l'âne pour absolument ne rien dire et ne rien laisser. Et donc, ça a été une séance de bavardage inutile comme à ses habitudes. Mais ça, c'était un article indépendant. Et quand tu lis cet article-là, tu auras l'impression que c'est la vérité ou bien que tout est dit. Mais il faut aussi qu'on interroge le bâtonnier de l'ordre des avocats pour lui demander pourquoi il n'y a pas de concours de CAPA depuis 2019. Là, quand c'est comme ça, on aura pris toutes les parties pour écouter. Et vous-même qui êtes les Ivoiriens, vous allez pouvoir vous faire vos propres idées pour savoir où vous situez. Et donc, je mets ce lien-là où le bâtonnier va nous parler. Et donc, vous me permettrez de mettre le lien avant de pouvoir continuer. Parce qu'ici, c'est vraiment important, les preuves. Et quand c'est comme ça, personne ne peut dire qu'il y a eu mensonge ou manipulation des faits. Et donc, je viens de mettre le lien où maintenant, on avait écouté une partie de certaines personnes qui parlaient. Et maintenant, la réponse du bâtonnier, je viens de mettre le lien que vous pouvez voir. Et qu'est-ce que le bâtonnier nous dit? Sachez que le lundi 13 février 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a été l'invité du Grand Talk de la chaîne Live TV. Le thème autour duquel s'est articulé le débat juridique était « Les avocats face aux enjeux d'une justice plus équitable et respectueuse des droits ». Concernant l'organisation du CAPA, Maître Maintenon, bâtonnier de l'ordre, a assuré que la non-organisation du CAPA était due à de nombreuses raisons d'ordre matériel. Et donc, en plus de la corruption ou des soupçons de corruption qui faisaient que ce concours n'est pas organisé, parce que les avocats qui sont déjà en fonction, eux, leur bonnie là, ils ne veulent pas que les nouveaux viennent pour réduire leur mangement. Maintenant, on a demandé aussi à Maître Maintenon, qui est le bâtonnier de l'ordre, est-ce que ça c'est vrai? Et là, lui nous dit qu'il y a d'autres raisons. Vous allez m'excuser, il y a des vendeurs d'illusions. Vous m'excuserez, je suis en train de balayer ces personnes malheureuses qui s'estiment vendeurs d'illusions et qui, voilà. Donc, comme je le disais, lui va plus loin pour nous dire qu'il y a de nombreuses raisons d'ordre matériel. Ça veut dire pour organiser le concours là, le matériel, ça peut être la logistique, ça peut aussi être l'argent. Et qu'au-delà du problème qui a été évoqué précédemment, qu'il soit d'accord ou pas, c'est à chacun de se faire son idée. Il dit aussi qu'il y a des problèmes structurels et financiers indépendants du barreau. Et comme je vous l'ai dit, c'est Maître Maintenon qui vous parle, le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et toutefois, il continue, l'ordre serait prêt pour la reprise de l'organisation des examens du CAPA. Ou à tout le moins presque,
Il a affirmé, entre autres, que le volume horaire est arrêté, que les professeurs sont déjà choisis et que le projet de décret de création du centre de formation professionnelle des avocats a été soumis au ministère de la Justice qui l'introduira auprès du président de la République. Et donc là, vous faites vite de tout comprendre. Et ce qui est important, c'est que le problème d'abord vient même de l'ordre des avocats. Parce que si le problème leur tenait à cœur, pourquoi avoir pris tant de temps pour mettre toutes ces procédures en marche pour dégager leurs responsabilités? Et là maintenant, eux aussi font tomber maintenant la responsabilité sur le ministère de la Justice qui doit introduire un décret de création de ce centre-là. Mais avant ce centre-là, puisque c'est à partir de 2019 qu'on a pu organiser, est-ce qu'on va attendre la création de ce centre-là qui doit être signé par décret alors qu'avant ça, on organisait le concours? Et c'est là maintenant que moi, je comprends personnellement qu'il y a une mauvaise volonté de l'ordre qui vient même du bâtonnier. Parce que donc, si cette école-là n'est pas créée, or pour créer cette école-là, il faut prendre un décret de création de ce centre de formation. Ça veut dire qu'il n'y aura donc pas de concours. Et donc, le problème, ce n'est vraiment pas le gouvernement et ce n'est pas le président, ce n'est pas la justice, le ministère de la Justice, mais le problème même, c'est le bâtonnier et l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire. En réalité, le soupçon qui avait été dit que vous ne voulez pas que d'autres personnes s'ajoutent à vous, ça se justifie. Parce qu'avant, sans cette école-là, vous-même, là, vous avez passé ce concours-là, sans passer par cette école-là. Comment voudriez-vous qu'aujourd'hui, il faut que cette école-là soit créée? Et puis maintenant, c'est à partir de là maintenant qu'on va pouvoir faire ce concours-là et permettre à de nouvelles personnes de passer. C'est une attitude suspecte. Vous-même là, cette école-là n'existait pas et vous avez passé en 2018, 2017, 2016 pour aller en arrière. Pourquoi ne pas continuer à organiser le concours et puis en même temps soumettre le dossier de décret de création du centre de formation professionnelle des avocats? Là, le jour que ce centre sera prêt là, vous continuez directement. Et donc, ça justifie le premier argument que le problème là, c'est l'ordre des avocats et le bâtonnier eux-mêmes qui sont le problème. Et non le ministère de la Justice, encore moins le président de la République. Et ça, c'était vraiment très évident et il fallait expliquer cela. Et donc, lorsqu'on a bien expliqué cela et que chacun peut se faire son idée, on se pose la question maintenant, Laurent Gbagbo. En agissant ainsi, perdu dans un débat qu'il a organisé et il était censé maîtriser, Laurent Gbagbo témoigne que cette rencontre avec la jeunesse a été une perte de temps. Parce qu'en la vérité, si Laurent Gbagbo était un homme qui avait un peu de capacité ou de capacité, il aurait opposé son bilan à celui du docteur Ouattara, ou tout au moins, il aurait critiqué les failles du bilan de Ouattara. À part dire on va parler, à part dire je vais parler, à part dire on parlera, mais tu vas dire quoi qu'on n'a jamais entendu. Et tu ne peux rien dire parce que ce serait la honte de ta vie si tu veux critiquer le régime d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'un médiocre qui vient critiquer un premier de classe. Et là, qu'est-ce que tu vas dire au premier de classe? Et c'est là la difficulté se retrouve. Et c'est pourquoi il dit on parlera, on va parler. Parce qu'en réalité, il ne dira rien. Parce qu'il n'a rien à dire, parce qu'il ne peut rien proposer, mais parce que face à la médiocrité, je n'ai jamais vu la médiocrité taper sa poitrine devant quelqu'un qui vaut et quelqu'un qui est un faiseur, un bâtisseur. Et c'est très difficile. Et c'est cette colle-là qui a pris Laurent Gbagbo en public. Il ne peut pas parler de son bilan, tout le monde sait. C'est un bilan qui n'est pas du tout glorieux. C'est un bilan calamiteux. Et l'histoire est un témoignage qui le prouve. Mais le plus dur encore, c'est qu'il ne peut pas critiquer le bilan du président Ouattara parce que les gens vont lui dire, mais est-ce que toi-même tu as pu faire mieux? Et là, il va s'arrêter pour dire non. Et donc, c'est pour éviter de dire non là, qu'il a tourné en rond pour faire du coq à l'âne. Ah, c'était en 2000, c'était en 2018, c'était en 2008, c'était en 2020, on t'a dit 2018. Tu as bien compris.
Et donc, c'est avec beaucoup de surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas Laurent Gbagbo, que vous serez surpris de voir Laurent Gbagbo en train de tourner en rond sur lui-même. Et pour cacher sa honte, on voit des applaudissements frénétiques. Et ça, c'est le réflexe typique des militants fanatisés. Gore. Et pourquoi ils le font? C'est pour cacher l'incapacité et la vacuité programmatique de leur dieu, de leur faux dieu, Laurent Gbagbo. En fait, Laurent Gbagbo, c'est comme un trou noir qui n'a rien à proposer. Une fois que tu tombes dedans, là, tu vas dans l'infini. Mais comme il sait que ce n'est pas beau à voir, ils avaient donc des militants fortement fanatisés qui étaient là. Chaque fois que leur chef veut tomber dans la gadoue, eux, ils sont là, ils applaudissent et puis ils rient. Et puis maintenant, comme pour amuser le peuple. Mes chères populations, faites beaucoup attention. Ceux qui vous amusent, les amuseurs publics, vous pouvez les trouver dans les cirques. Les amuseurs publics, vous pouvez les trouver dans les théâtres. Les amuseurs publics, vous pouvez les trouver au bord des rues. Mais quand un homme politique devient un amuseur public, il devient un danger public. Et Laurent Gbagbo est un danger public dans la politique ivoirienne parce qu'un politicien qui n'a pas de programme, qui n'a pas de vision et qui n'a pas d'argument en face de ses propres militants. Imaginez-vous maintenant Laurent Gbagbo devant les Ivoiriens, dans leur ensemble. Parce que ça, c'est d'abord devant ces militants fanatisés. Imaginez-vous maintenant cet individu Laurent Gbagbo devant les Ivoiriens. Ça sera quelque chose qui va étaler toutes les contradictions internes et, comme je le disais, les capacités même de démagogue de l'homme Laurent Gbagbo. Et c'est cette honte-là qu'on a pu voir à travers ces différentes séances de questions avec les jeunes. Quand la jeune dame Hamid Diarra lui a posé la question, il n'a été incapable de répondre. Quand lui-même, son propre journaliste, malgré qu'ils ont fait des séances de mensonges, il n'est pas capable encore de répondre et de donner des avis et de montrer ce que lui pense être bien. Ça veut dire que l'homme reste collé à sa stratégie du populisme. Et c'est pourquoi, dans cette attitude-là, donc, il fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, de malhonnêteté morale. Et ça montre que nous avons affaire, quand il s'agit de Laurent Gbagbo, nous avons affaire à un individu nocif, un individu toxique, parce qu'il utilise les méthodes les plus humiliantes du populisme, la démagogie, pour essayer d'en faire un mode de fonctionnement. Et fatalement, il trouve encore une foule d'adeptes qui est psychiquement conditionnée, qui est mentalement apte à accepter ce message-là. Et c'est ce qui fait véritablement honte en plus. Parce qu'en plus de Laurent Gbagbo, quand on retrouve des jeunes gens qui vont s'asseoir là-bas, parce qu'eux, ils ont été fanatisés, ils ont été mentalement conditionnés, et eux, ils ne pensent même pas aux questions de leur avenir. Ils sont là parce qu'on leur a donné une boîte de sardines avec un demi-morceau de pain. Ils viennent, ils applaudissent, ils rient. Voilà ce qui les intéresse. Mais c'est totalement normal. Dans l'évolution des sociétés humaines, il y a toujours ce qu'on appelle la racaille. Et donc, la racaille, là, elle ne peut rien produire de bon. Et il ne faut rien espérer d'elle. C'est eux qu'on appelle aussi la canaille. Il n'y a rien de bon à retirer là-dedans. Ce sont des individus radioactifs. C'est une génération perdue dans les siècles, pas seulement dans l'époque actuelle, mais c'est une génération perdue même dans les siècles. Et leur faux idole, Laurent Gbagbo, se déculotte devant eux chaque jour. Cela ne leur fait ni honte et cela ne leur permet pas de prendre conscience. Mais le drame dans l'histoire, c'est que Laurent Gbagbo lui-même s'est déconstruit intellectuellement, s'est déconstruit historiquement et il s'est délégitimé politiquement parlant. Parce qu'il brise toutes les barrières de la bonne moralité, il brise toutes les barrières même de la connaissance intellectuelle et il se met dans un discrédit qui finit par faire que lui-même il s'enterre vivant. Et c'est très honteux. Un homme normal
dans le cours de ta vie, tu dois pouvoir être capable de faire un bilan et à partir de ce bilan-là, essayer de tirer le positif que tu veux laisser aux générations à venir. Mais malheureusement, lui, il est dans le tohu-bohu, il est dans le brouhaha, il est dans le verbiage creux et c'est très honteux quand on entend des jeunes gens dire que celui-là, c'est notre mentor. Et donc, on n'échappe pas à son destin. Si Laurent Gbagbo veut exister en politique en Côte d'Ivoire, sa stratégie de démagogue, de ce bonimenteur acteur de la politique, qui prétend ou qui prétendrait écouter le peuple. Mais les jeunes qui étaient en face de toi, là, tu n'as même pas pu les convaincre. Or, eux, c'est une petite partie du peuple. Ton peuple en guillemets, là. Tu devrais être capable de convaincre d'abord les jeunes. Tu n'as pas pu. Et donc, ton peuple lui-même, s'il existe, et quand toi tu parles de peuple, tu parles de ta tribu, doit même se poser la question de savoir où est-ce que tu veux les amener. Est-ce que tu peux répondre à leurs besoins? Est-ce qu'avec ton comportement-là, tu peux les convaincre? Est-ce qu'avec ce comportement-là, tu peux assurer leur avenir? Est-ce qu'avec ce comportement-là, tu peux leur garantir la paix? En tout cas, ton passé montre que ça a été un échec et ton présent montre que tu es perdu dans les événements. Et comme je te le disais, avec ton peuple, tu ne peux pas gagner une élection. Tu es très minoritaire. Tôt ou tard, tu seras obligé de venir devant les Ivoiriens qui vont te poser encore des vraies questions, plus dures que ce que Ami Diarra t'a posé, plus dures que ce que ton journaliste t'a posé. Et c'est là qu'on va découvrir que tu ne vaux absolument plus rien. Parce qu'en réalité, tu n'as jamais valu quoi que ce soit. Tu n'as aucune idéologie politique. Tu n'as aucun programme de campagne. Et intellectuellement parlant, tu viens de montrer que tu es un sac vide. Et tout ce que tu parles, ou tout ce qui sort de ton gosier, est toujours en référence à critiquer les autres, à vouloir vilipender les autres, à salir les autres, mais en oubliant que toi-même, tu es d'abord caractérisé par ton improductivité notoire. Et ce jeu-là, c'est de la responsabilité des intellectuels que nous sommes de le démontrer au peuple et de dire au peuple, faites attention, il n'y a rien à espérer de ces soi-disant démagogues qui veulent jouer sur les sentiments faciles. Ah non, 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 c'est vous les vrais Ivoiriens, c'est pas vous les vrais Ivoiriens, c'est ceci, mon peuple, etc. Ceci, le 6 va devenir 9. En fait, vous parlez beaucoup, mais vous ne valez rien. Et donc, la voix de parler beaucoup, là, ça sert à quoi? Et donc, les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de beaux parleurs ou de ceux qui parlent beaucoup. Les Ivoiriens ont besoin des gens qui peuvent leur dire, voilà comment je vais faire pour mettre de la nourriture dans vos assiettes. Voilà comment je vais faire pour que votre vie soit beaucoup plus facile en maîtrisant l'inflation. Voilà comment je vais faire pour que dans 10-20 ans, il y ait encore plus d'écoles. Voilà comment je vais faire pour que dans 40 ans, la Côte d'Ivoire reste ce table de développement et d'espoir qui sera en avance sur les autres pays de la sous-région ouest africaine. C'est sur ça qu'on vous attend et non sur la distraction politique ou la distraction par le verbiage à travers des mots sans tête ni queue. Et donc, Laurent Gbagbo, en tout cas le 31 mars 2023 et le 1er avril 2023, tu as organisé toi-même tes propres funérailles et tu t'es enterré vivant. Et ça, nous te disons merci. Parce que si la honte peut tuer, tes militants, tu leur as mis la honte de leur vie. Et à travers ces séquences vidéo-là, tout le monde aura compris que vous êtes là pour perdre le temps aux Ivoiriens. Mesdames et messieurs, c'est la voix du militant. Ceux qui veulent prendre la parole, Kochi Blessing, la parole est complètement gratuite. Tu veux quel bilan de Gbagbo? Je veux que Laurent Gbagbo parte et qu'il fasse un discours pour nous expliquer il a construit combien d'universités, il a construit combien d'écoles, il a construit combien d'hôpitaux, il a mis combien de kilomètres de goudron, il a mis combien
d'Ivoiriens dans des conditions pour pouvoir vivre dignement. C'est ce bilan-là qu'on veut. Et si toi, tu as le bilan, sois honnête, il faut appeler maintenant et tu viens nous dire le bilan. C'est vraiment très important. Comme je l'ai dit, surtout viens avec les preuves. Alassane Ouattara, il y a le djihadisme qui existe, mais il est en train de construire des routes. Vous avez attaqué plus de 60 attaques à partir du Ghana. Alassane Ouattara n'a jamais dit à un Ivoirien, comme on attaque la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je vais me concentrer. Une rébellion, ça se mate. Une rébellion, là, on ne dit pas que le chef de la rébellion a été son meilleur premier ministre. C'est Laurent Gbagbo, l'incapable, qui dit ça. Que Soro Guillaume a été, lui, son meilleur premier ministre. Un président qui se respecte ne dit pas que le chef rebelle, là, est mieux qu'Afin Yessan, est mieux que tous les cadres du FPI ou même de la LMP. Et donc, voilà le vrai bilan de Laurent Gbagbo. Et c'est à vous, les militants de Laurent Gbagbo, de chercher à convaincre les Ivoiriens. Et donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole, et surtout qui en ont le courage, pour appeler, c'est simple. Vous partez sur Éclaireur Pro Vérité bis, tu prends ton Messenger, tu tapes Éclaireur Pro Vérité bis, tu écris un message, je veux prendre la parole. Quand je vais voir là, je vais répondre, ok, je te donne la parole. Parce que sur Messenger, là, quand tu n'as jamais appelé quelqu'un, si tu lances l'appel, ça ne va pas passer. Maintenant, quand tu vas écrire que je vais répondre là, même si tu es Laurent Gbagbo là, je vais te donner la parole. Et puis ça va se passer devant tout le monde. Mais à une condition, comme je l'ai dit en début d'émission, ici ce n'est pas une émission de bavardage. C'est une émission où tu apportes des preuves. Parce que quand je parle, je mets les liens, les preuves. C'est de cela qu'il est question. Et non du bavardage ou des sentiments primaires. Et donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui veulent prendre la parole, nous en avons pour 1h30 minutes. La parole est complètement ouverte. C'est la voix du militant, comme je l'ai dit. Profitez-en pour pouvoir vous exprimer et ne perdez pas le temps. Sinon, pour ma part, ce que j'avais à dire, j'ai fini de le dire. Et je n'ai plus rien à dire pour le moment, en tout cas. Et donc, on attend maintenant de vous de prendre la parole et de pouvoir vous exprimer. Entre-temps, je vais saluer Alexandre Aoussou. Je vais saluer aussi tous les grains de Yamoussoukro. Je vais saluer notre mère Adjara Koulibaly. Je vais saluer le grand maître Meïté Tefet qui a demandé la parole. Je vais saluer aussi tous ceux qui mettent les cœurs en ce moment. Je vais saluer aussi Fatou Fofana. Et je vais saluer aussi M. Joseph. Allô? Allô, bonjour, chef frère. Bonjour, chef frère, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Et la santé? Ouais, il y a du mieux. Ok, Dieu merci. Que Dieu nous donne la santé. Dieu, et j'ai dit aussi aux élèves de la classe, il y a le cyclone qui ne se sentait pas bien, mais il y a aujourd'hui beaucoup de mieux. Et donc, continuons à faire des prières et que Dieu nous apporte tous la santé, prompt établissement à tout le monde et qu'il nous accorde aussi toutes ses grâces. Amen. Ok. Donc, vous avez la parole. Ok, chef frère, merci pour cette plateforme-là même qui permet à des enfants dignes de la Côte d'Ivoire d'interpeller des semblables qui se font manipuler. Malheureusement, d'autres n'ont pas encore compris. Mais de dénoncer même ceux qui sont les ennemis réels de la Côte d'Ivoire. Chef frère, à voir tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense qu'on ne va jamais s'arrêter de faire le bilan d'un monsieur. Malheureusement, lui et son groupe, qui n'ont jamais fait corps avec la honte. Et ils n'ont jamais côtoyé même la dignité. Voici des gens depuis leur existence qui ont toujours choisi ce chemin-là même, qui n'enseignaient pas des valeurs en tant qu'être humain. Mais je me demande pourquoi ceux-mêmes qui sont manipulés, certains se plaisent même dans cette manipulation-là, jusqu'à être les sacrifices même de ces manipulateurs-là. Tu veux que je te donne l'explication? Vas-y, chef frère. Ok.
Tu sais, quand tu es militant Gore, c'est qu'on t'explique là. On t'explique, au-delà de l'aspect tribal, on te dit d'abord, Laurent Gbagbo là, lui il est vrai Ivoirien. Parce que il vient de leur tribu. Ça, c'est la première justification. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre soit président. Deuxième chose, il t'explique aussi, en réalité, que lorsque Laurent Gbagbo va venir au pouvoir, là, tu n'auras plus besoin de travailler. Les sociétés d'État, là, qu'on appelle les EPN, il suffit de donner ton nom et chaque fin de mois, tu vas aller prendre 200 ou même 300 000 francs là-bas. Et puis, tu continues ta vie tranquille. En réalité, c'est cette facilité-là qui attire des gens. Une facilité extrêmement malhonnête, mais c'est ça. Ils ne sont pas convaincus d'une idéologie, mais ils sont convaincus que lorsqu'ils auront encore accès à cette facilité-là, eux vont pouvoir ne pas travailler, mais bien vivre. C'est ça. C'est cette recherche d'une vie facile-là qui les fait croire à l'inutile. Ok, merci, chef. Mais on va toujours rappeler même, ou bien dire l'identité de ce monsieur-là. Voici un monsieur qui s'est toujours plaint, un mauvais perdant. En 90, ce même boulanger mauvais perdant-là a dit que Oufoué avait triché les élections parce que c'est lui qui avait gagné. Je ne sais pas sur quelle campagne il a compté, je ne sais pas sur quel programme de société il a compté pour pouvoir déraciner ce vieux-là. Mais toujours dans sa position de mauvais perdant, a commencé à crier que c'est lui, il avait gagné et que Oufoué avait volé. Après avoir insulté le monsieur de voleur, on pense que le vrai voleur s'est démasqué lui-même. Et pendant ce temps, il nous a créé toutes sortes de bêtises. Les années blanches, grâce à sa manipulation à travers les étudiants, les bassesses, grâce à sa manipulation où les enfants de ce pays-là sont descendus pour insulter le président des voleurs. Et ce diable, sachant très bien qu'il ne pouvait rien faire, il n'avait pas de compétences, il n'avait pas de valeurs, il n'avait pas d'idéologie, a voulu se servir des compétences, de l'influence et des capacités même d'un monsieur, ce qui nous a créé le Front républicain. Toujours dans sa position de diable, parce que le diable n'a pas d'amis. C'est le malin qui va toujours se servir des occasions pour jouer sur les émotions. Alors il s'est joué le Robin des Bois, de celui-là même qui est devenu son ennemi juré, mais en vérité qui a été toujours son ennemi juré, à ne pas aller aux élections parce qu'il savait qu'il n'allait pas gagner. Parce qu'il pouvait aller aux élections s'il se faisait confiance. Et rétablir la vérité de celui qui était son allié en ce moment. Mais il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Mais quand l'occasion s'est présentée, c'est lui qui a été à la manœuvre pour pouvoir disqualifier ce monsieur-là à travers sa manipulation, la manipulation de ses conseillers qui étaient autour de Guy Robert. Toujours serviteur des bêtises, à partir de là, on a commencé à connaître les charniers par-ci par-là. Et ces mêmes indignes-là nous disent que c'est eux les militants, ils sont allés prendre à gauche, à droite pour les regrouper quelque part. Mais voici un monsieur qui n'a jamais été reconnaissant parce qu'il n'a jamais fait, et voilà, il n'a jamais côtoyé la dignité. Supposons que ces militants, ils sont allés ramasser de gauche à droite. Quelle a été la cérémonie d'hommage à la mémoire même de ceux à qui tu as dit descendez dans la rue, allez chercher mon pouvoir. Si tu dis c'est un militant, que tu ne reconnais pas le charnier, mais par contre c'est un militant, ils sont allés regrouper, ils sont allés ramasser de gauche à droite pour les entasser quelque part. Quelle a été la cérémonie même
à l'hommage de ces militants-là. Parce que c'est des enfants, des gens qui ont appelé dans la rue. Et ils ont répondu à l'appel. Mais toujours montrer le visage de ce mauvais perdant-là, qui a braqué comme ça le pouvoir. Et les vidéos sont là pour témoigner. Comment il était en train d'appeler dans les camps, comment il appelait les commandants des brigades et tout ça. Toujours dans sa manipulation. Donc, il n'y a jamais eu de cérémonie d'hommage de ces soi-disant militants qui ont été ramassés à gauche à droite pour créer le chenil. Et voilà encore en 2010, le même monsieur perd les élections. Mais en tant que mauvais perdant, il s'est dit si en 2000 ça a marché, alors je peux reproduire la même chose. On appelle encore les enfants des autres dans la rue. Et pendant ce temps, lui, il est caché dans son bunker avec tous ces chiens de garde qui pouvaient donner des ordres de loin, mais qui n'ont pas de couilles, qui ne sont pas des bonhommes en tant que tels, pour défendre ce qu'ils appellent dignité. Et pendant ce temps, il y a des enfants qui ont payé le prix cher. Le monsieur, il va à la CPI, mais quand il revient, quel est le message à la mémoire de ceux-mêmes qu'il a appelés dans la rue, qui sont tombés comme ça, par son appel, alors que lui, il était caché dans son bunker? Quel est le message qu'il a eu envers ces personnes? Et tu regardes sa cérémonie de renaissance, je ne sais pas, il renaît de quoi? Parce que si on doit se baser sur ce mot-là, renaître, c'est peut-être une rédemption. Mais dans ces agissements, qu'est-ce qu'on constate comme rédemption? Qu'est-ce qu'on constate comme changement? Tu as été celui-là qu'on a connu hier et tu l'es aujourd'hui. On parle de quelle renaissance? Et tu vois des jeunes, normalement qui devraient être avertis, mais point oui, point non, qui sont prêts à jubiler, même quand le monsieur n'arrive pas à répondre à des questions que eux-mêmes ils devraient se poser, que eux-mêmes ils devraient avoir l'intention de poser pour dire: ah, tu es notre leader, mais qu'est-ce que tu as pour nous? Tu es notre leader, tu as des adversaires. Qu'est-ce qui peut nous séduire pour pouvoir faire rang ou bloc derrière toi? Malheureusement, ce monsieur-là nous a formé tellement de monstres. Ce monsieur-là nous a tellement abruti la jeunesse. Et c'était ça son but. Une jeunesse à qui on pouvait dire: arrête de marcher, cours, va te faire arroser. Et ça court. Une jeunesse à qui on pouvait dire: arrête de manger, va te faire arroser. Aujourd'hui, parmi eux, qu'ils avaient pris comme ça, comme symbole, la mort de Toussaint, combien parmi eux parlent de Toussaint aujourd'hui? Combien parmi eux s'inquiètent de comment la mère de Kofi Toussaint se nourrit? Ça, c'est plus leur problème. Toujours prêt à utiliser la jeunesse quand ça rentre dans les jeux politiques, mais en vérité qui n'ont pas de programme et qui n'ont pas d'amour pour cette jeunesse-là. Dans le débat avec Katina, dans les dialogues politiques, qu'est-ce qu'ils ont réclamé? On veut l'amnistie générale, même pour les prisonniers de guerre. Mais à quel moment ils ont parlé de la jeunesse dans ça? À quel moment ils ont plaidé quelque chose pour la jeunesse? Non, il n'y a que lui et ses chiens de garde. Sinon, ces chiens de chasse même, qui sont les plus intéressants en Côte d'Ivoire. À un moment donné, les réfugiés, grâce à eux, des Ivoiriens se sont retrouvés au Togo, au Ghana. Mais lorsque ces personnes-là rentraient dans les jeux politiques, ils ont fait semblant de réclamer quelque chose pour eux. Mais aujourd'hui, combien d'entre eux se souviennent de ces gens
qui malheureusement se retrouvent au Ghana et au Togo. C'est quand la dernière fois ils se sont déplacés pour faire connaissance avec la réalité de ceux qui sont encore là-bas, pas les bêtises. Mais il y a toujours des gens qui veulent se sacrifier pour eux. Voilà pourquoi on interpelle toujours nos autorités. Ceux qui pensent que nous sommes des radicaux, avec la réalité de ceux qui sont niveau de réflexion. Si on a dit hier, Gbagbo n'a pas pu protéger les Ivoiriens, malgré il avait connaissance de cette rébellion qui se préparait au Burkina et qu'il a laissé les nageurs au dos nu venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est tout ça qui nous amène à réfléchir et on parle de justice. Parce que ceux-là, lorsqu'ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a pas arrêté des trucs et de marcher. La Côte d'Ivoire n'a pas arrêté d'évoluer. Au contraire, la Côte d'Ivoire se sentait bien. Il n'y avait pas de représailles. Les messages de haine avaient presque disparu dans nos communications. Mais voici des gens, des voleurs, de renom et historiques même, à qui on a donné comme ça grâce et amitié. Mais qu'est-ce qui va les freiner dans leurs bêtises? Dans un jeu politique, qu'est-ce qu'ils apportent réellement comme valeur politique? Qu'est-ce qu'ils apportent? Alors, à un moment donné, est-ce que la loi ne doit pas les éduquer et les mettre là où il faut? Parce que quand ils disent, par exemple, le 6 va devenir le 9, mais ce n'est pas cette vieille caracasse-là qui va se mettre dans la rue. Non, c'est les enfants des innocents. Est-ce que nos pouvoirs veulent assister à ça? Voilà pourquoi on parle de justice. Quand on parle de justice, on parle de l'éducation. Parce qu'à leur âge, s'ils n'ont pas pu se donner des valeurs avec l'éducation des bases que nous tous on reçoit dans nos familles, alors il n'y a que la loi qui peut les ramener dans les rangs. Mais le 6 va devenir 9. On sait ce que ça veut dire. Alors il n'y a que la loi et les morts, on va compter dans la rue, ça sera que des innocents encore. Malheureusement, qui seront manipulés et qui seront les sacrifices. Juste pour eux, leur existence sur la scène politique. Parce que, hormis ça, débat intellectuel, on a vu l'autre qui s'est fait clouer et en train de faire des souris jaunes parce qu'il est ridicule. Mais qu'est-ce qui peut les freiner dans tout ça? Il n'y a que la justice. Ils n'apportent rien à la politique. Ils n'apportent rien à l'émancipation même de la population. Un politicien qui se compare à un vendeur. Mais il ne sait même pas qu'un vendeur, il y a le truc, il y a le marketing aussi pour pouvoir séduire le client. Même si tu vends des mangues pourries ou des oranges pourries. Mais à savoir séduire les clients, ça fait que ces clients-là achètent ton produit. Donc déjà, ils ne sont pas politiciens, mais même en tant que vendeurs, ils nous montrent que ce n'est même pas des bons vendeurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux-là? Juste le nom politique. Malheureusement, qui ont compris que voilà, c'est ça la politique en Afrique. Il faut se donner le statut et après, on n'a rien à prouver. Et après, on n'a rien à proposer. Est-ce qu'on doit revivre l'histoire de l'après-Oufoué? Où il y avait des héritiers qui n'avaient pas cette bonne intention-là de continuer le chemin
que le grand monsieur nous avait donné. Chers frères, il est plus facile de détruire que de construire. Voilà pourquoi ces serviteurs du diable là ont pu prendre le dessus sur celui-là même qui était le digne héritier, qui a séché les larmes du père fondateur de la Côte d'Ivoire lorsqu'il était en période de crise, lorsqu'il était en panique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne va pas répéter les mêmes trucs si ce grand monsieur-là décide de se retirer? Parce qu'il a le droit de se reposer. Parce qu'il a le droit d'avoir une vie de famille, profiter de ses enfants et de ses petits-enfants. Qu'est-ce qui nous garantit? Bien avant l'arrivée de ce vaurien-là, combien de politiciens partaient prendre les étudiants comme ça pour faire des trucs à des étudiants, une branche politique? Est-ce que la politique était rentrée dans nos universités, qui est le temple du savoir, au lieu d'être le temple même des manipulateurs et des réservistes miliciens, si je peux dire, que d'apprendre, mais préfère peut-être s'adonner à des pratiques, des crimes, des viols, dans ce temple du savoir, encore qui est considéré dans le monde même comme une branche terroriste. Et qu'est-ce qu'on fait pour démanteler tout cela? Au nom d'une réconciliation à laquelle même on ne croit pas, on a accepté de faire le deuil de tout ce qu'on a perdu. Mais quel est le nouveau départ qu'on prend? Avec quel genre de personnes on prend ce nouveau départ-là? Des gens qui ne savent rien réclamer, des gens qui ne savent rien, qui ne savent pas critiquer. Et même quand ils doivent critiquer, ils mentent. Voyez des réalisations imaginaires que Katina nous sort dans un débat. Telle voix, c'est nous on a fait. Telle voix, c'est nous on a fait. Comme si c'est avec des enfants qui sont nés en 2022 là, ils étaient en train de causer. Mais on était tous en Côte d'Ivoire. Et les voix vous avez donné là, Katina nous sort dans un débat. Je ne vais même pas vous dire de jurer, mais parce que vous n'avez pas peur de Dieu. Mais vous n'avez pas voix, nous on a fait. Parce que même vos enfants, qui n'étaient pas mineurs, savent que les voix vous avez dit, vous avez donné là, comme quoi c'est vous, vous avez fait la réalisation de ces voix-là. Même vos enfants savent que vous mentez. Mais ça ne les freine pas. Qu'est-ce que le manteau politique? À quoi ça doit nous donner des privilèges pour vouloir toujours détruire une cité, pour abrutir sa jeunesse, pendant que les autres pays développés envient l'Afrique à cause du taux de jeunesse qu'on a. Ils se disent que l'avenir de l'Afrique est garanti. Parce que eux, dans les pays, la population est vieillissante. Mais voilà ce qu'on fait de notre jeunesse. Est-ce que ça, on doit accuser des Blancs demain? Que Dieu ait pitié de l'Afrique, chers frères. Voici ce que je pouvais dire. Il y en a tellement, je vais laisser la place aux autres. Merci infiniment, le grand maître Tefeut. Merci, que Dieu ait pitié de l'Afrique. Vous avez terminé vos propos avec cette prière. Mais en vérité, Dieu n'aura pas pitié des Africains tant que les jeunes Africains ne changeront pas leur comportement pour savoir que
C'est le travail, l'efficacité et le sérieux qui va leur ouvrir les portes du salut. La prière en elle-même ne sert à rien s'il n'y a pas d'action concrète. Et c'est à cette jeunesse-là de prendre conscience qu'il faut fuir des gens comme Laurent Gbagbo, il faut fuir la paresse, il faut fuir le mensonge, il faut fuir le laxisme, il faut fuir toutes les valeurs négatives de la société. Espérons bien que ces personnes en prendraient conscience. Vraiment, merci beaucoup, merci infiniment et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toi, chef frère, et merci à tous ceux qui sont sur la plateforme, qui donnent même l'existence à cette plateforme-là à travers les partages et les likes. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, vu que nous n'avions pas eu un engouement en début d'émission, ceux qui se présentent, si on vous demande de vous présenter tôt, c'est pour pouvoir organiser l'émission. Mais quand vous ne vous présentez pas tôt et qu'on se dit qu'il y a une seule personne, après, ça mélange le plan et on ne peut pas vous laisser le même temps. Ce qui fera que tout ce que nous allons prendre, on ne va pas leur permettre de dépasser les 10 minutes. Pour être efficace, c'est déjà un effort que nous allons faire de vous donner la parole, mais on ne vous permettra pas de dépasser les 10 minutes pour ne pas aussi, moi aussi, empiéter sur mon temps personnel. C'est vraiment très important. Et donc, on va continuer et tous ceux qui vont intervenir, personne n'aura plus de 10 minutes. Ça, c'est ce que je souhaitais dire avant de pouvoir continuer. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Bonjour, éclaireur. Oui, bonjour toute la classe. Vous êtes loin de votre appareil? Non, je ne suis pas loin, je suis juste avec ça. Okay. Vous m'entendez de loin? Vous êtes sur haut-parleur? Ok, attends que je déconnecte le Bluetooth alors. Ok. Ok, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend parfaitement. Ok, d'abord, je vais dire bonjour à toi-même l'éclaireur, bonjour à toute la classe. Et vraiment, grand merci à toi pour tout ce que tu fais. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Ok, cool. Grand merci à toi pour tout ce que tu fais, les Mao, la sœur Machata Blanc, tout le monde. Vraiment, merci à vous tous. Ok, l'éclaireur, je vais réagir concernant le discours du président avec surtout l'interview de la question de la jeune fille. Moi, j'ai trouvé qu'avec ces opposants, surtout avec le camp M. Laurent Gbagbo, il y a la xénophobie qui existe toujours. Et qu'ils comprennent qu'on doit dépasser cela aujourd'hui. Nous avions été la jeunesse qui l'a embobiné en 90. Nous avions été les gens qui ont été manipulés, surtout on était jeunes. Et encore, c'est pour dire à la jeunesse de ne pas se laisser embobiner de nos jours. Eux, ils ont la chance aujourd'hui à les réseaux sociaux. Tout est à la une aujourd'hui. Tout ce qui se fait, vous voyez. Quand un cadre travaille, vous voyez. Quand un cadre ne travaille pas, ça se sait. Donc, je ne vois pas où la jeunesse doit se laisser être embobinée comme nous avions été dans l'an 90. Voilà, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est le travail qui paye. Et c'est ce que Papa Ado est venu me prouver à la Côte d'Ivoire, que rien ne peut empêcher un président de travailler s'il a vraiment envie de travailler. Et que ce que je peux dire à cette jeunesse, c'est de prendre conscience de eux-mêmes leur propre vie. Aux États-Unis, ici, à 16 ans, un enfant est indépendant. Et pourquoi cet enfant est indépendant? C'est parce qu'il peut sortir, aller trouver son pain. Mais si vous ne laissez pas le pays en paix, vous ne laissez pas comment on appelle ça là, les entrepreneurs venir entreprendre pour pouvoir vous embaucher dans des petits boulots, comment vous allez vous en sortir? Et le monde devient dur. On ne peut plus rester là en train de compter sur les tontons, les tantis. La vie est dure. Donc à vous maintenant de savoir choisir celui qui vous arrange, celui qui peut faire avancer le pays. C'est ça normalement qui doit être votre entendement. Et moi, quand je regarde avec ce que le président a dit, vraiment, je ne vois pas que, M. Laurent Gbagbo a dit, je ne vois pas que c'est convaincant pour la jeunesse. La jeunesse doit savoir exactement ce qu'elle veut. On a besoin de travailleurs. Et le président a montré les pas du travail. Il faut travailler pour gagner son pain. Un élève même peut trouver un boulot de week-end pour faire... Mais s'il n'y a pas d'investisseurs pour ce genre de boulot, comment vous allez travailler?
Vous ne pouvez pas rester en train de compter sur les tontons, les tantis et autres. Après, c'est la sorcellerie qui s'installe. Donc, il faut vraiment la paix. Il faut la paix pour le pays et laisser les travailleurs travailler. Suivez celui qui envoie du boulot, celui qui vous fait travailler. Suivez-les. Arrêtons de suivre par ethnie ou bien par acquaintance familiale, whatever. Non, c'est plus ça. On n'est plus à ce stade-là. Il faut le travail. Il faut réveiller cette jeunesse pour ne pas qu'ils se laissent encore embobiner et enrouler dans la farine comme nous on a été en 90. Et qu'on se dise la vérité. Je suis du Nord, mais je le supportais en 90 parce qu'on se disait que tout ce qu'il nous disait, puisqu'il n'avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Tout ce qu'il venait nous dire, c'est ce qu'on suivait. Donc vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous aviez la chance, tout est à la une. Et l'éclairage, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Quel que soit ce que les gens diront, vraiment tu apportes beaucoup. Je ne te mentirai pas, depuis que j'ai commencé à te suivre de près, je n'arrive même plus à aller à quelque part parce que je trouve tout ici. Quand tu viens, il y a les critiques, il y a les solutions. Et moi, je trouve que les gens comprennent que ce que vous faites n'est pas quelque chose pour faire mal au gouvernement, mais au contraire, c'est pour aider. Donc, que les gens comprennent ça. Et la jeunesse, encore, je vais revenir là-dessus. Réveillez-vous. Le temps n'est plus à l'amusement. Pensez à votre propre avenir. Il est temps maintenant pour ça. Merci l'éclaireur. La mère vient de nous dire, nous avons été manipulés par Laurent Gbagbo. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais avec le temps, nous avons pris conscience. Et en tant que des personnes réelles, je viens ce matin vous dire, chers jeunes gens, faites attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Laurent Gbagbo n'est pas ce qu'il prétend. Aujourd'hui, la fierté d'un être humain, c'est d'être indépendant, d'être à 16, 17 ans capable de dire « Voilà ce que j'ai pu faire de ma propre vie ». Laurent Gbagbo vous empêche d'aller vers votre propre évolution. Mais demandez à Laurent Gbagbo, est-ce que Houphouët-Boigny ne lui a pas donné une bourse pour aller étudier gratuitement en France? Est-ce que lui, il a offert une bourse? Ou bien vous qui êtes derrière lui, là, est-ce qu'il est prêt à vous offrir des bourses d'études? En ce moment même, Alassane Ouattara offre des milliers de bourses d'études. Voilà toute la différence. Quittez dans votre endoctrinement, c'est ce que la maman vous a dit. Elle a été très efficace. Elle n'a pas pris l'exemple de quelqu'un. Elle n'a pas dit j'ai entendu. Elle dit, moi-même là, j'étais pro Gbagbo. Moi-même là, ce que pro Gbagbo là, ça gâté dans ma vie là, elle vous a présenté. Si toi, tu n'es pas convaincu, que toi, c'est que les idées de tribalisme et de haine qu'on t'a mis dans la tête là, c'est pour tuer les gens du Nord avec les gens du RHDP là. Frère, il faut venir. De la manière, toi, ta haine est dans ton cœur là, tu veux tuer les autres là. Les autres aussi vont te tuer comme ça. Et puis ça va finir. Mais je te dis une chose, les autres d'en face là, ils sont 10 fois plus violents que toi et ton Laurent Gbagbo. Et donc si tu n'as pas compris les bons conseils de la maman, ton conseil là, tu vas prendre ça dans la tombe avec une mort prématurée. Chère mère, merci infiniment de cet exemple, combien de fois pragmatique, parce que vous n'êtes pas allé avec des exemples illusoires. Vous avez dit, voilà ce que moi j'étais, et voilà d'où je viens, et je suis en meilleure posture de conseiller ces jeunes qui suivent Laurent Gbagbo. Nous, on ne peut pas vous dire de ne pas suivre Laurent Gbagbo, c'est votre choix. Puisqu'il y a des gens même qui suivent le Satan, c'est leur choix. Il y a des satanistes, c'est une religion. Donc là, vous êtes libre de choisir Laurent Gbagbo. Mais il dit, lui, sa parole là, c'est ça et là pour vous. Après là, il n'a rien d'autre. Et avec cette même parole là, il va vous condamner aussi. Et c'est comme ça qu'il a condamné toute une génération d'Ivoiriens à la paresse, au désordre. Et aujourd'hui, il veut venir reprendre la même chose. Laurent Gbagbo, tu ne vas pas prospérer devant nous ici. Et par tous les moyens, on ne te laissera pas prospérer pour tirer la Côte d'Ivoire vers le bas et dans le désordre. Vraiment, merci infiniment, chère mère. Intervention très puissante, vous avez fait. Nous vous disons extrêmement merci et très excellente journée à vous. Merci bien, l'éclaireur. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec le prochain intervenant afin de pouvoir continuer. Alors?
Allô Claire, bonjour à toute la classe. Je vous dis bonjour encore, merci pour aujourd'hui. Bonjour. Déjà, je ne sais même plus, je suis complètement devenu zen après le passage de, je crois, c'est Mère Sally de New York. Oui, effectivement. Et vraiment, son témoignage est poignant, enfin, voilà quoi, il n'y a plus rien à dire, si ce n'est que je vais aussi essayer quand même de décrypter un peu le sujet Laurent Gbagbo, leur renaissance, PACI et tout ce qui en suit. Et en fait, dans ce que je voulais dire aussi, bon, vous êtes déjà passé par là, mais quand même, je vais m'exprimer au mieux que je peux. Et là, puisqu'il s'agit de Laurent Gbagbo, bon, ben, parlons-en. Je vais me référer au débat sur NCI avec Mamadou Touré face à notre opposant Katina. Et le point que je veux relever est celui de la jeunesse, les actions pour la jeunesse, bien sûr. Et comme ça, dans une partie du débat, je crois qu'il était remarqué du PPACI par M. Bangali que ce PPACI a fait de la copie et donc du mimétisme au pouvoir. Et là, qu'est-ce que M. Katina fait? Je crois qu'il a réagi par rapport à ça et il dit non, que c'est tout le contraire. La jeunesse, les actions pour la jeunesse. Voilà. Azopé Laurent Gbagbo avait déjà pris rendez-vous avec la jeunesse et donc éclaireur. Je crois que vous serez d'accord de la suite de ce rendez-vous pris et ce qui a été noté et démontré par on va dire par Laurent Gbagbo lui-même au Palais des Sports. On a vu pour un rendez-vous qui est pris quand même et ce qu'on a vu au Palais des Sports, franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations à se faire. Bon, ok, on leur accorde que voilà, ok, on va leur dire que c'est un grand événement qui était attendu de leur part, puisque Laurent Gbagbo, il parle de se référer à la chronologie. Laurent Gbagbo est, pour moi, on va dire ça, comme vous savez le dit d'ailleurs, Laurent Gbagbo, un très petit minuscule, vient de renverser la tendance au pouvoir Alassane Ouattara quand il dit que c'est eux que le pouvoir copie. Je pense que c'est quand même un peu trop d'audace, mais bon, ça, on leur laisse ça. Voilà, on est tous au rendez-vous. C'était au Palais des Sports. Et là, je rappelle tout de même qu'il s'agit d'un ancien président, enfin on va dire un ancien chef d'État, entre guillemets, parce que même ça, quand on dit chef d'État, pour ce qu'on sait de Laurent Gbagbo, pour ce qu'est Laurent Gbagbo, ça fait mal de lui attribuer le titre de chef d'État ou de président ou quoi d'autre. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, on en a entendu du sérieux. Et sur ce sujet, je pense que les gens ne savent pas. Les gens, enfin, je veux dire, sur ce sujet, Laurent Gbagbo et sa clique se sont vantés quand même se sont vantés, on va dire, chronologiquement à être ceux qui se préoccupent de l'avenir de ces jeunes-là. Mais maintenant, pour des gens qui disent que c'est eux que le pouvoir copie sur le sujet de la jeunesse, parce que Laurent Gbagbo aurait parlé en premier à la jeunesse, qu'est-ce qu'ils ont passé le temps à faire, pour depuis le temps où ils ont pris rendez-vous avec la jeunesse, qu'est-ce qu'ils ont passé le temps à faire vraiment depuis le 10 décembre, parce que c'est la date qu'ils ont donnée, pour que Kone Katina pour qu'on ait vu ce qui nous ont servi au palais de la culture.
Mais bon, aussi, je pense que tout le monde l'a constaté d'ailleurs, ils se sont mis une honte. Laurent Gbagbo leur a mis une honte, une de ces hontes qui vraiment, eux-mêmes, les partisans, je crois, ils s'en cachent. Mais maintenant, revenons un peu à ce fameux rendez-vous avec la jeunesse au Palais de la Culture. Grand rendez-vous, on va dire ça comme ça, supposé. Grand événement pour un sujet très important aux PPAciens, on va le dire, parce que c'est comme ça qu'ils le formulent. La jeunesse pour eux est très importante. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Bon, à cette jeunesse qu'ils ont su rassembler, Ami Diarra, qui est étudiante à l'université de Lorounion-Guédé, Jean Lorounion-Guédé, qui prend la parole au nom de cette même jeunesse et pose sa question à Laurent Gbagbo. Pourquoi la jeunesse devrait-elle faire, ça si je cite sa question, pourquoi la jeunesse devrait-elle faire confiance plus à Laurent Gbagbo au PPACI que les autres? De toutes les 5 personnes, parce qu'il y a eu 5 questions, de toutes les 5 questions qui étaient posées, pertinentes, toutes les 5 questions étaient pertinentes, ça il faut le dire, venant des jeunes qui ont posé leurs questions. En tout cas, pour ce que j'ai écouté, pour ce que j'ai entendu, Laurent Gbagbo qui répond et dit que la jeunesse n'est pas obligée de le voter éclaireur. C'est ça la honte même que Laurent Gbagbo qui s'est mise lui-même et qu'il a mis aussi à ses partisans. Il n'a que la parole, mais n'a pas de proposition à faire. Ça, c'est Laurent Gbagbo. C'était aussi une réponse à Ami Diarra venant de Laurent Gbagbo. Encore, ce monsieur, il revient abrutir plus la jeunesse au jour d'aujourd'hui, et il le fait même au grand jour. Quand on pouvait entendre ces jeunes acclamer, et ça, vous le disiez tout à l'heure, même Bété s'est appesanti beaucoup là-dessus, quand on pouvait entendre des jeunes gens, des hommes qui n'ont jusque-là pas d'avenir, ils ne voient aucun avenir, ils ne se voient pas d'avenir. Quand on voit ces jeunes-là acclamer les insanités d'un tel ancien président, franchement, éclaireur, je pense qu'il y a beaucoup à faire quant à l'assainissement de notre jeunesse. Et c'est ça, s'il y a quelque chose à faire, en tout cas, je crois que la sœur Sally de New York vient de dire quelque chose, vient de dire tout ce qu'il y a de plus efficace pour transformer cette jeunesse-là aujourd'hui. Et effectivement, vous avez parlé aussi d'improvisation dans votre déroulé tout à l'heure, vous-même éclaireur. On ne peut pas être celui que le pouvoir, parlant d'improvisation, on ne peut pas être celui que le pouvoir copie et en même temps divague avec toutes les questions sérieuses que lui pose cette jeunesse-là qu'on a convoquée. Ça saute aux yeux, ça saute du coq à l'âne, ça divague, et les préoccupations qui sont posées, il y a une seule, de toutes les préoccupations qui ont été posées, il n'y a qu'une seule sur laquelle Laurent Gbagbo s'est joyeusement attardé, et c'était un intervenant qui se préoccupait de la sécurité humaine lors des élections, à l'occasion des élections. Donc, il a même facilement traduit cet effet-là à son avantage en donnant des exemples de gymnastique, comme quoi ce truc appartient au tiers-monde et que, en quelque sorte, lui, Laurent Gbagbo, il n'est pas malhonnête, mais c'est tous les autres qui le sont. Aujourd'hui encore, il raconte que
c'est lui qui a gagné, faisant recours, enfin, allusion toujours à ça, il raconte que c'est lui qui a gagné l'élection de 2010, mais il ne dit pas qu'il a fait retirer, il ne le dit pas à sa tribune, qu'il a fait retirer les urnes de 7 régions du nord de la Côte d'Ivoire pendant l'élection de 2010. Après, les unes après les autres, et que c'est ce qui inversait, enfin, il s'est arrangé pour inverser les résultats. Donc, tout en pratiquant comme ça, il a fait croire, ou alors il avait convaincu ses partisans que c'est lui qui avait gagné les élections de 2010 et pas l'autre. Donc, lui ne serait pas le malhonnête, que ce seraient les autres qui font qui sont dans la malhonnêteté électorale. Laurent Gbagbo avait ouvertement essayé de voler ça, je vous le dis. Laurent Gbagbo avait ouvertement essayé de voler cette élection de 2010, mais heureusement pour toute la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Et Dieu merci. Laurent Gbagbo est un usurpateur de pouvoir en 2000 et aussi en 2010. Il l'a fait en 2000, il a refait en 2010. Rapportez-nous un bilan complet de Laurent Gbagbo et comme ça, nous avancerons parce que à cette allure, vous nous perdez trop de temps et vous vous faites trop de mal inutilement. Éclairez sur la question du bilan de Laurent Gbagbo. Je crains que vous n'ayez manqué le déballage de son bilan qu'il a fait même pendant cette rencontre avec la jeunesse, parce que Laurent Gbagbo a dit qu'il avait construit, je crois qu'il a dit qu'il avait construit le Parlement à Yamoussoukro, et aussi il a prolongé l'autoroute de Yamoussoukro jusqu'à Yamoussoukro, donc, et de ces caractéristiques-là qu'il a cité comme étant, ces deux caractéristiques qu'il a cité comme étant son bilan à lui. Et pour lui, en tout cas, ça suffit pour qu'on transfère la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro. Et c'était combien de kilomètres qu'il a pu rajouter pour le prolongement? 7 km, 10 km, franchement, je ne saurais vous dire le nombre. Mais d'ailleurs, après les uns et les autres, ont soutenu que ce Parlement-là qu'il avait construit, d'après lui, enfin selon lui, était prévu pour aller faire, je vais me permettre de le dire pour que ça choque, ce Parlement que Laurent Gbagbo a fait construire à Yamoussoukro, qui, ma foi, je pense même que ça serve à quelque chose aujourd'hui. Ce Parlement, d'après ce que disent les uns et les autres, était prévu pour aller y faire du sexe. Et c'était comme ça. Ça s'est dit, ça s'est entendu, et c'était prévu pour. Maintenant, à chacun d'aller vérifier cette information. Sinon, ce rendez-vous, à la fin, je vais dire que, quand même, ça nous a montré que la Côte d'Ivoire pouvait avoir un talent caché. Et voilà, je crois que sur cette petite note d'humour, de talent caché, je vais vous laisser la parole et puis je dis bonne émission à tous. Mais encore, vraiment, grand merci à la sœur Salier Koné de New York pour cette intervention. Vraiment, intervention très, très, très utile. Bon, bravo à vous, chère sœur. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment pour votre sortie. Et pour aller un peu plus vite, de mémoire d'homme, on invite tout le monde à aller regarder là où il dit avoir construit quelque chose à Yamoussoukro. Il y a bien longtemps, j'avais mis les images. Pour ceux qui s'en souviendront, vous pourrez les voir. Et j'avais même fait une vidéo là-dessus sur les soi-disant réalisations de Gbagbo.
En fait, rien n'a été fait. Je simplifie pour dire ça. Et ceux qui disent que quelque chose a été fait, qu'ils nous amènent les images, puisque moi je les ai. Et on va faire comprendre la réalité à tous. Il est facile de parler, mais soutenir la parole avec des faits concrets, c'est là qu'on voit le menteur de celui qui dit la vérité. Et donc, ceux qui disent que quelque chose aurait été réalisé, il n'y a pas de problème. C'est votre parole contre la nôtre. Apportez au moins les images pour qu'on voit. Il ne suffit pas de parler. Chers mères, ils n'ont jamais rien fait de bon. Absolument rien. Et ils peuvent beaucoup parler, mais ça n'intéresse personne. Et nous serons là pour les démonter méthodiquement, pour montrer leur nullité absolue à la face du monde. Le monument dont tu parles à Abidjan, il n'y a même pas 4 murs qui ont été, à Yamoussoukro, il n'y a même pas 4 murs qui ont été montés. Moi, j'ai bel et bien les images. Il y a une vidéo que j'ai eu à faire dessus. Ça est là. Je ne me souviens plus de la date. Et donc, soyons un peu plus sérieux quand on parle aux Ivoiriens. On parle du concret. On ne parle pas en étant dans la vie d'esprit. Et soyons nous-mêmes et soyons déterminés. Nous, notre message s'adresse aux Ivoiriens et à la nouvelle génération. Si nous voulons faire le choix des mauvaises habitudes, c'est totalement normal qu'on va perdre notre temps à écouter des gens comme Laurent Gbagbo. Mais si on veut être sérieux avec nous-mêmes, si on veut être un peuple sérieux, il faudrait qu'on s'abonne aux valeurs concrètes. C'est-à-dire, quand un politicien vient, ce qu'il dit, il le réalise et tout le monde peut voir. C'est de cela qu'il est question. Et non du bavardage pour nous perdre le temps. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment pour votre sortie et excellente soirée à vous. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais sinon, je pense qu'il parlait du Parlement, l'hôtel des députés à Yamoussoukro, machin. Donc, c'est de ça qu'il parlait. Il disait que ça devrait être livré en 2012 et tout ça. Donc, voilà. Non, merci. On n'a pas besoin de ces détails-là. Allez nous prendre là où c'était et venez montrer aux Ivoiriens. C'est tout. On n'a pas besoin de trop parler. Que ce soit livré en 2012, en 2025, là où il a laissé là, il n'a qu'à aller prendre, il va venir montrer aux Ivoiriens. Mais on va l'attraper avec un autre argument. Il y a combien qui a été dépensé dans ce qu'il va présenter aux gens? Nous ne sommes pas des idiots. Tu ne peux pas aller mettre quelques murs, venir nous parler de plusieurs milliards. On va demander à ceux qui sont des experts de faire une évaluation et de nous dire le vrai du faux. Ils ne peuvent pas le montrer parce que le gâchis qui a été fait ne reflète pas et ne leur donne pas le courage de nous montrer ce qu'ils ont, c'est qu'eux-mêmes disent avoir fait. Il n'y a rien, pratiquement rien qui a été fait. Mais si on vous dit l'argent... ça fait déjà honte, excusez-moi, ça fait déjà honte de citer que deux éléments, ça dit quelques kilomètres de prolongation de prolongement de route. On ne se comprend pas jusque-là. Ça n'a pas été fait. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et si ça a été fait, qu'ils nous montrent ce qui a été fait. C'est là que moi je commence d'abord. D'accord. Dites-leur de montrer ce qui a été fait. Et quand ils vont vous montrer ça, c'est déjà quelque chose qui sera surprenant. On se rendra compte que ça a été fait. Mais vous constaterez que rien n'a été fait. C'est sur ça que j'insiste d'abord. C'est encore plus grave qu'on peut l'imaginer. Voilà. Parce que moi, j'ai dit que j'ai les vidéos et les images. Donc moi, j'attends qu'on me montre. Et je vais comparer avec ce que j'ai. On va rentrer maintenant pour dire, bon, vous avez dit que vous avez fait un parlement. Mais ce parlement-là, est-ce que là où on vous parle aujourd'hui, ça existe? Non. Mais il y a combien qui a été dépensé dans les 2 ou 3 blocs que vous avez mis là, sur le terrain là? Il y a combien qui a été dépensé? Et on va dire ça aux Ivoiriens. Et c'est parce qu'ils ne veulent pas assumer cette honte-là qu'ils font de la fuite en avant. Mais on va rester sur tous les détails. On ne va pas sauter. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Vraiment, merci énormément, éclaireur. Merci à vous. Donc, quand je dis merci, je reviens sur Sally Kouné. Merci pour ce qu'elle est venue apporter à la jeunesse ivoirienne. C'est très important. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère, et vous passez une excellente soirée. Oui. Et il y a quelqu'un ici qui dit, c'est le grand maître Olivier Amiral. Je pense que la jeunesse, non, ce n'est pas lui. Je crois que la jeunesse du RHDP
doit toujours être présente en grand nombre là où Laurent Gbagbo fait ses meetings pour la jeunesse afin de lui poser les questions essentielles et pertinentes. Ce qui n'est pas faux. Ça va contribuer à le mettre à nu en face des Ivoiriens pour qu'on sache véritablement qui vaut quoi. Et il y a un de nos frères qui posait la question suivante. Est-ce que Laurent Gbagbo n'est-il pas en train de payer le tort qu'il a causé au président Houphouët? Être gore n'est-il pas une malédiction? Explication. Même lorsque leur fétiche fait tuer Feu Gueye Robert et Rose Doudou, tous de l'Ouest, ses partisans trouvent cela normal. Quelle explication pouvez-vous donner à une telle attitude? Est-ce que Laurent Gbagbo, pour le tort qu'il aurait causé au président Félix Houphouët-Boigny, n'est pas en train de payer une malédiction? Mes chers frères, nous sommes dans un monde où on n'est même pas obligé de tourner en rond. Houphouët voleur 90, Laurent Gbagbo voleur 2000, Banque nationale d'investissement de l'Angola, Ghana, Afrique du Sud, des milliards sont cachés là-bas. Lui qui dit qu'il n'a qu'un seul compte. Quand il allait en RDC, il n'a pas fait un transfert d'argent qui a passé par l'Afrique du Sud et quelques temps après, on a vu le président sud-africain venir demander pardon. Je laisse cette affaire, on passe dessus. Et donc, quand tu as critiqué quelqu'un d'être un voleur, mais que toi-même tu es devenu pire que cette personne, parce que Oufo, au moins, c'est sur les reliques de ce qu'il a fait qu'on dit que la Côte d'Ivoire a été bâtie. Mais quand toi tu as été un voleur improductif, le Oufo, le voleur productif, bâtisseur, a été mieux que toi. Et donc, ça veut dire qu'il y a une accusation injuste. On dit que il faut respecter les pères pour que vos jours s'allongent. C'est ce que les religions disent. Si telle est une vérité, si tu ne respectes pas les pères, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu ne profiteras que de la malédiction divine. Et donc, quelqu'un qui ment sur quelqu'un qui est mieux que lui, quelqu'un qui manque de respect à quelqu'un qui vaut son père, la loi même de la nature se charge de remettre les choses en ordre. Et donc, Laurent Gbagbo va vivre pire que ce qui est arrivé là encore. L'humiliation et la malédiction de Laurent Gbagbo, ça n'a même pas encore commencé. Et il demande, lorsque Laurent Gbagbo, étant de l'Ouest, tout comme Gueye Robert et Rose Doudou, il fait assassiner ces derniers-là, et que ses partisans arrivent à justifier cela, quelle explication pouvez-vous donner à une telle attitude? Mais, chers frères, c'est totalement normal. C'est l'attitude des personnes qui ont choisi le crime comme méthode politique. Pour eux, une fois que tu es opposé à eux, il faut qu'eux te tuent. C'est pourquoi ils ont tué Camara H. C'est pourquoi ils ont tué Jean Hélène. C'est pourquoi ils ont tué plusieurs personnes. Parce que les idées que vous allez faire apparaître au grand jour vont montrer toute leur nullité. Or, si ils laissent les gens montrer qu'eux ils sont nuls, ils deviennent ridicules. Et les crimes qu'ils auront commis seront mis au grand jour. Or, eux n'ont pas les arguments de pouvoir se défendre. Et donc, puisqu'ils n'ont pas les arguments de pouvoir se défendre, ils s'inscrivent donc dans une attitude de négationnisme. Ça veut dire, quel que soit ce qu'on a fait, on nie, on dit c'est pas nous, on dit c'est faux, et puis on passe. On répète, on répète, on répète. On appelle ça le négationnisme. Et donc, c'est une stratégie pour se dissocier, pour se différencier du mal qu'on fait aux autres. Et c'est aux autres de se rendre compte et d'être conscients du mal que Laurent Gbagbo et sa bande ont causé aux Ivoiriens et de leur rappeler cela au maximum possible. Et ça, il faut que les uns et les autres rappellent à Laurent Gbagbo et à sa bande qu'ils sont des criminels. Vous avez vu un qui venait pour nous dire des choses sans technique. Quand je lui ai dit, prends les arguments du bilan de Laurent Gbagbo, viens ici. Voilà comment on fait pour communiquer. Il a arrêté de parler. En fait, c'est des gens, ils sont tellement nuls, ils sont tellement médiocres, ils sont tellement improductifs que pour eux, pour compenser cela, il faut utiliser l'arrogance, le négationnisme, mais surtout persister dans le mal. Là, quand c'est comme ça,
plus le mal est grand, plus on finit par se dire il n'y a rien à faire, il faut laisser ça passer. Mais c'est face à cela qu'il faut qu'on lutte. Et on doit lutter résolument. Et il faut qu'on puisse arriver à bout de ce mal-là. C'est ça qui est véritablement le plus important. Mesdames et messieurs, nous allons aller à la toute dernière personne, qui est Sundiata le concurrent. C'est avec lui que nous allons conclure l'émission du jour, s'il est encore présent, pour pouvoir finir la voix du militant de ce jour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir, cher frère. Bonsoir le concurrent, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, et vous? Dieu merci, tout va extrêmement bien. La soirée se passe bien, j'espère. Grâce à Dieu, tout va très bien. Et du côté d'Abidjan? Oui, ça va. Dieu merci. On ne se plaint pas. Dieu merci. Ok, donc vous avez la parole. Ici. Ok, donc vous avez la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, avec l'arrivée des pluies diluviennes, certainement au mois de mai, je vais encore revenir sur ce sujet d'actualité parce que c'est un sujet qui est très important. Nous sommes déjà en avril. Dans 3 semaines, aujourd'hui les 6, dans 3 semaines, on sera déjà à la fin du mois d'avril. Donc, le mois de mai, c'est pour bientôt. Il est important de vraiment penser au curage des caniveaux. Et la dernière fois, nous avons évoqué le fait qu'ici, il était nécessaire de libérer les emprises pour permettre aux eaux de pluie de pouvoir s'écouler plus facilement. Tous ceux qui sont installés sur les canalisations, les passages de l'eau, les caniveaux, il est important de vider tous ces caniveaux. Et on peut remarquer que le travail, il a commencé dans quelques communes. Il est encore mieux de laisser ce travail continuer jusqu'à ce que les pluies vont arriver et surtout que ce travail puisse s'étendre sur l'ensemble des communes d'Abidjan. C'est beaucoup plus à Abidjan qu'il y a problème. Donc aujourd'hui, nous revenons encore pour dire aux uns et aux autres de vraiment prendre les dispositions qui s'imposent. Parce que quand les pluies vont arriver, ceux qui habitent dans les endroits inappropriés, c'est eux parfois qui sont victimes de tous ces problèmes. Et souvent, on voit qu'il y a des morts. Cette année, nous voulons 0 mort. On ne veut pas entendre qu'il y a eu des morts ou bien qu'il y a eu des problèmes. On ne veut pas. Donc, il faut que tous ceux qui sont impliqués dans les différentes opérations de curage des caniveaux, de nettoyage, il faut que ces gens-là fassent leur travail correctement. Le travail doit se faire correctement. Les populations aussi, elles doivent prendre leurs dispositions. Parce qu'il ne sert à rien d'aller habiter dans des lieux inappropriés et après se retrouver à faire face à la mort ou bien à être inondé par les eaux de pluie. Parce que déjà la Sodexam a prévenu que cette année, il va beaucoup plus pleuvoir. Donc il est important que les uns et les autres prennent leurs dispositions en conséquence. La Sodexam a prévenu. Donc il faut que les populations quittent les zones à risque. À Abidjan, il faut quitter les zones à risque avant l'arrivée des premières pluies. Les pluies vont commencer à partir du 20 mai. La plupart du temps, à partir du 20 mai jusqu'à la fin du mois de juin qui suit, c'est la période où les pluies diluviennes tombent sur la ville d'Abidjan. Pratiquement une quarantaine de jours. C'est cette période que les pluies diluviennes tombent sur la ville d'Abidjan. Et comme la Sodexam a déjà prévenu,
Donc, il faut que chacun prenne ses dispositions. Le travail doit continuer. Mais en même temps, les populations doivent se mettre à l'abri du danger. Et aujourd'hui, il y a un élément nouveau que je veux ajouter, c'est lequel? Voyez-vous les bidons, on va dire les bouteilles, si vous voulez, les bouteilles plastiques pour permettre aux uns aux autres de comprendre, sinon ce sont les bidons. De plus en plus, il y a beaucoup de sociétés qui fabriquent les boissons, l'eau minérale, et vous allez voir qu'il y a les bidons de 33 centilitres, 0,5 litres, 1 litre, 1,8 litre, 2 litres, ainsi de suite. Et il y a un constat alarmant qui est fait à Abidjan ici. Les caniveaux sont remplis de ces bidons en plastique. Les caniveaux, la plupart du temps, quand on vide les caniveaux, vous allez voir, il n'y a que les bidons en plastique, les petits bidons que j'ai cités. Beaucoup qui ont rempli les caniveaux. Déjà, ça pose un problème environnemental et un problème écologique. Il est important de résoudre ce problème. Et quelle est la meilleure façon de résoudre ce problème? La meilleure façon de résoudre ce problème, c'est de prévoir des poubelles pour le plastique et puis des poubelles également pour les bouteilles qui se cassent. Parce que dans les pays développés, c'est ce qu'on voit. Pour résoudre les problèmes environnementaux, vous allez toujours trouver des poubelles en plastique. Pour les bidons en plastique, là, plutôt. Il y a des poubelles qui sont dédiées spécialement pour recevoir ces bidons en plastique. Et puis les bouteilles qui se cassent, il y a des poubelles pour ça. Donc, il faut que le district autonome d'Abidjan et les mairies des différentes communes d'Abidjan pensent à la mise en place de ces genres de poubelles. Poubelles pour bidons en plastique, poubelles pour bouteilles qui se cassent. C'est important. Parce que figurez-vous qu'il a été dit que la durée de vie du plastique même, ça s'étend même sur plus d'un siècle. Il a été dit, la durée de vie du plastique s'étend même sur plus d'un siècle. Donc vous voyez, de ces bidons qui remplissent les caniveaux, ça ne peut jamais pourrir, ça ne se dégrade pas. Et s'il n'y a pas moyen de recycler, si on ne met pas en place un système de recyclage de ces bidons plastiques, je vous assure que dans les années à venir, ça va être très difficile. Ça va être très très difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur des boissons et de l'eau potable qui utilisent ces bidons. Vous pouvez faire le constat, si on vide un caniveau ici, vous n'allez pas vous imaginer quand vous voyez les bidons qui sortent, mais c'est incroyable. Pourquoi ça se retrouve dans les caniveaux? Parce que tout simplement, il n'y a pas un système qui est là, qui est très bien ficelé pour récupérer ces bidons-là. Donc finalement, les gens, quand ils finissent de boire, ils jettent sur la route ou bien dans les caniveaux. Dans tous les cas, une fois que ça est sur la route, après, ça se retrouve dans les caniveaux. Donc ça, c'est vraiment un problème environnemental qu'il faut résoudre efficacement. Donc aujourd'hui, je voudrais proposer, il y a le ministère de l'Assainissement, le district autonome d'Abidjan, les mairies des différentes communes d'Abidjan, penser à mettre en place des poubelles pour pouvoir récupérer le plastique, les bidons plastiques et des poubelles pour les bouteilles. C'est important. C'est important de le faire. Ça va nous éviter de pouvoir nettoyer plus facilement les caniveaux à l'avenir, parce que si on se rend compte qu'il n'y a plus de bouteilles ou bien de bidons en plastique, ça va être encore plus simple à nettoyer. Si c'est le sable, c'est encore plus simple à nettoyer. Parce que vraiment, c'est important. C'est un phénomène que j'ai constaté ces temps-ci
Donc, je me suis dit qu'il est important que j'en parle pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir trouver des solutions. Il est important de trouver des solutions. Il est important de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour préserver les vies humaines. Parce que dans, on va dire, un mois et 10 jours encore, on sera déjà pratiquement au 20 mai. Et à partir du 20 mai, jusqu'à, on va dire, le 30 juin, il faudra s'attendre à ce que les pluies diluviennes arrivent sur la ville d'Abidjan. Donc maintenant, il faut que tout le monde prenne ses dispositions pour être à l'abri. Donc voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Pas grand chose à ajouter. Vous avez parlé d'un problème environnemental. Et vous savez que l'homme, pour vivre, c'est d'abord dans un environnement. Si nous ne tenons pas compte de notre environnement, il va tôt ou tard finir par s'imposer à nous. Parce que le mal qu'on va créer, quand ce mal-là va nous surpasser, on va découvrir que nous ne sommes pas plus forts que la nature. En réalité, il n'y a pas de hasard. Lorsqu'on déplace quelque chose, la nature tôt ou tard se charge de ramener les choses. Quand on bouche les passages naturels d'eau avec ces plastiques et autres, sachez qu'on payera aussi le prix d'une autre manière. C'est ce qui va faire qu'on aura des inondations, on aura beaucoup de difficultés en temps de pluie. Et donc, ce n'est pas un hasard. C'est à nous de savoir comment vivre. C'est à nous de comprendre la nature. C'est à nous de comprendre notre mode de vie et l'adapter à nos réalités. C'est vraiment important. Et c'est ce que je pouvais ajouter. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Espérons que dans les meilleurs délais, le problème du plastique, des bidons en plastique, des bouteilles qui se cassent, sera résolu de façon efficace et durable. Merci bien, excellente émission à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, Sunyata le concurrent. Vous ne quittez pas. Ce sera à vous de faire la conclusion. Je salue ici ces milliers de personnes qui nous ont suivis et qui continuent de nous suivre. Je salue ici tous ceux qui interviennent pour essayer d'apporter un plus à l'émission en partageant leurs connaissances avec nous. Je salue ici ceux qui maintiennent l'émission en mettant les cœurs. Je salue aussi toutes les personnes qui font les partages. Merci, merci infiniment. Sans oublier toutes ces personnes qui font des prières pour nous. Merci infiniment. Et que Dieu agrée toutes les prières et tous les efforts qui sont faits et qu'il les accepte. Et merci infiniment. Sundiata, il est d'habitude ici que le dernier intervenant, c'est celui-là même qui fait la conclusion. Et donc, vous avez le mot de la fin. Alors, je vous remercie beaucoup de me faire cet honneur de faire la conclusion de l'émission aujourd'hui. Alors, vous aurez compris que pendant un bon moment, nous n'avons pas eu à faire la conclusion. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi de faire la conclusion aujourd'hui. Cette émission qui a eu lieu aujourd'hui est une émission parmi tant d'autres. Nous avons toujours dit que nous donnerons toujours le meilleur de nous-mêmes. Et vous l'aurez compris, tous les jours, nous sommes là, nous alertons, nous prévenons, nous ferons de notre mieux. Nous allons toujours faire de notre mieux pour améliorer les choses. Nous contribuons à la stabilité et nous le faisons avec la bénédiction des uns et des autres, avec le concours de tous ceux et toutes celles qui nous suivent, qui nous écoutent. S'il reste vrai que ceux qui parlent ici, c'est eux qui peuvent être toujours vus, il est aussi vrai de remarquer qu'il y a des gens qui nous soutiennent en prière, qui nous soutiennent moralement. Il y a des gens qui protègent l'émission en mettant des cœurs. Il y a des gens aussi qui parfois nous fournissent des informations. Nous sommes suffisamment reconnaissants à toutes ces personnes. Et nous leur demandons de toujours nous aider. Nous ferons toujours de notre mieux. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se porte mieux et qu'il y ait une égalité de réussite pour tous les citoyens. Nous ferons toujours de notre mieux pour que le président Ouattara réussisse sa mission et pour que aussi le RHDP reste au pouvoir le plus longtemps possible. C'est pour cela que nous travaillons. Et nous allons toujours donner le meilleur de nous-mêmes dans ce sens. Alors, vous pouvez continuer à nous faire confiance. Parce que tant que nous serons là, nous allons toujours donner le meilleur de nous-mêmes
pour faire les émissions, pour rassurer. Nous demandons à tous ceux et toutes celles qui ont des informations, qui ont quelque chose à dire sur les problèmes de société, sur des cas sociaux, sur des problèmes qui sont en zone rurale. Si vous avez des informations, même si vous ne voulez pas parler, faites-nous savoir ces informations. Contactez-nous. Il est important de porter ces informations à notre connaissance. Nous ne sommes pas censés tout savoir et tout connaître. Nous n'avons pas cette science-là pour savoir ce qui se passe. Contactez-nous. Voici pourquoi nous avons toujours besoin de soutien. Donc, tant que vous avez des informations très importantes à partager, il est important de pas, parce que c'est ensemble que nous allons réussir. Nous remercions tout le monde. Portez-vous bien, demain sera un autre jour et excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment Sundiata le Conquérant. Merci infiniment à tous ceux qui nous suivent. Demain sera un autre jour. Que la grâce de Dieu nous couvre. Et très excellente soirée à vous et à tous.